Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Alain Benajam, toujours sur l'art et la politique. Donc voilà, on a observé quelques exemples d'art et politique dans le monde moderne. Voilà, on a remonté pour montrer que l'art, ça trouvait son inspiration, j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps et l'aube de l'humanité. Et tu nous expliques, parce que là on arrivait justement à ce stade où on arrive au Moyen-Âge, où avec un art qui est collectif, qui s'adresse à tout le monde, qui est, on va dire, dans l'agora. Qui est dans l'agora, c'est le partage. Donc ça, c'est quoi? C'est l'art moyenâgeux. Alors, comment ça s'exprime, ça, on peut le dire? C'est quoi? D'ailleurs, je voudrais dire d'abord un mot sur l'origine de ma réflexion, puisque j'ai oublié notre cher ami Personne, puisque j'avais fait un article en 2012 à son sujet qui s'appelait « L'art comme personne et la construction du sens », puisque j'avais été frappé par la manière dont elle exposait la politique à l'époque. Maintenant, elle fait un peu autre chose, bon, moins intéressant, mais enfin bon, c'est comme ça. Mais à l'époque, on avait une certaine communion de pensée, et donc elle donnait de l'émotion au travers de son expression politique, qui permettait une réflexion. Comme je dis toujours, l'art c'est de l'émotion, de l'émotion qui permet à celui qui qui regarde cet art de construire lui-même le sens. C'est quoi? C'est à moi. Voilà. Donc, d'où l'intérêt, si tu veux, comme je redisais, quand je te dis 1 et 1 égale 2, j'ai juste, il n'y a rien à penser, c'est juste une information, mais dans l'émotion artistique, on construit soi-même le sens. D'où l'importance de l'art dans la religion, bien sûr, et dans la communication. Donc, si personne nous regarde, je lui rends mes hommages. Et donc, il y a certains moments de l'histoire où cette dualité, si tu veux, c'est où il existe des dualités dans l'art. Comme on a vu, l'art, c'est marqueur d'une religion, d'une civilisation, donc il y a forcément des dualités, c'est-à-dire des gens qui vont s'affronter avec derrière une forme d'art, comme on a vu au travers de l'art pornographique actuel. Donc l'art pornographique, c'est la gauche, je suis de gauche, j'aime bien montrer des trucs qu'on se fout dans le cul, donc ça c'est la montre que je suis de gauche, et si je suis de droite, non, je vais... Ah non, si je suis de droite, je vais être de droite finalement. C'est une caricature, mais que tout le monde peut vivre, voilà. Et donc, Moyen-Âge Renaissance, c'est aussi un combat, un grand combat entre deux formes de civilisation et deux formes artistiques. Alors, on dit Moyen-Âge Renaissance, sachant que ces périodes-là, c'est quelque chose qui est inscrit dans la chronologie, on va dire, de l'Europe occidentale, mais qui n'est pas valable pour les autres. Ah non, bien sûr, là on parle de l'Europe occidentale, bien sûr. Encore que, si tu veux, les Japonais ont connu des périodes à peu près similaires, d'une période féodale qui a pris fin avec le shogunat en 1600. Mais ils ont connu une période qui était très similaire, avec des seigneurs qui s'entretuaient, et avec une atomisation des pouvoirs. Voilà. Beaucoup de pays, même la Chine, a connu des périodes où les pouvoirs étaient, avec plusieurs royaumes, des périodes où le pouvoir était atomisé. La période médiévale ouest européenne, c'est une période qui est particulière et qui est marquée par l'absence d'État et par l'atomisation des pouvoirs, qui est le pouvoir de ban, le pouvoir de punir et de contraindre, qui est possédé par des tas de gens différents, qui soient seigneurs militaires, qui soient bellatores, le combattant, ou qui soient oratores, les clercs, puisque les abbayes avaient aussi ce pouvoir de ban, et aussi qui soient les laboratores dans les villes, puisque les villes avaient aussi pouvoir de ban. Puisqu'il nous a donné la banlieue, c'est au jour du lieu le pouvoir de la ville
hein, où il a le pouvoir de ban. Donc ça s'est retransmis dans le langage. Ici, nous sommes en banlieue. Bon, ça vient du Moyen-Âge. Bon. Donc cette période est caractérisée politiquement par l'absence d'État. C'est clair, c'est précis et c'est important dans une civilisation quand il n'y a pas d'État. Hein? Il n'y a pas d'État, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'État. Il y a une multiplication des pouvoirs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pouvoir. Il y a des pouvoirs, mais c'est des pouvoirs locaux. Voilà. Il n'y a pas de pouvoir d'État, donc un pouvoir central. Mais c'est un pouvoir local qui n'est pas partagé. Le seigneur, celui qui a le pouvoir de ban, le seigneur, l'abbaye ou je ne sais pas quoi, par exemple, Saint-Denis n'a jamais été sous le pouvoir d'un seigneur, mais sous le pouvoir de l'abbaye. De l'abbaye. Hein? Ce pouvoir n'est pas partagé. Hein, le roi Saint-Louis, on cite toujours une histoire où il était dans un endroit quelconque où il y a eu un voleur et on a demandé au roi mais vous devez régler ce problème-là. Le roi il a dit non, c'est au seigneur du coin de régler ça. C'est-à-dire le roi n'avait pas de pouvoir de ban en dehors de son domaine. Aucun pouvoir. Voilà. Donc c'est bien particulier comme période par rapport à tout ce que l'humanité est connue par ailleurs, si tu veux. Hein. C'est l'absence d'État. L'autre particularité de l'Europe occidentale durant cette période féodale, qu'on appelle féodale, hein, on ne parle pas, le Moyen-Âge, on fout n'importe quoi, ça va de la fin de l'Empire romain à la découverte de l'Amérique, enfin c'est n'importe quoi. Il faut dire, les universitaires nous racontent que des conneries, ça, je dis, c'est des monceaux de conneries. Des monceaux de conneries. Voilà, c'est pour ça que nous sommes obligés d'avoir une démarche cartésienne, c'est-à-dire de reprendre, de dire tout ça c'est des conneries, puis de réétudier à partir de zéro. C'est la démarche de Descartes qu'il a fait qu'il a décrit dans son ouvrage la méthode. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Et puis, voilà. Donc, et l'autre caractéristique, évidemment, de cette période du XIIIe siècle, de ce magnifique XIIIe siècle, qui a connu un regain d'activité économique considérable, du fait, du réchauffement climatique, qui a eu lieu à cette époque. Hein. Il n'y avait pas d'effet de serre. Hein, il n'y a pas de carbone, mais il y a quand même un réchauffement climatique au XIIIe siècle, et du fait de la monétarisation, on en a parlé la dernière fois, la monétarisation systémique et l'invention et le prêt à intérêt qui se répand, et le capitalisme. Voilà, et on verra que c'est ce l'art, il accompagne en fait ce mouvement. C'est ça que tu veux me dire, que il va se transformer l'art. Il va se transformer. Là, on est quoi? On est avec le capitalisme. Avec le capitalisme, parce que là, on arrive à l'époque quoi, du mécénat. Alors, on va commencer par l'art collectif des cathédrales. Alors, l'art collectif des cathédrales. Voilà, alors, tu vas nous montrer Saint-Denis. C'est la vue. Voilà. Saint-Denis de Montjoie. C'est. Donc la basilique Saint-Denis. Voilà, ça c'est là où je suis à Saint-Denis parce que c'est chez moi. Et puis la basilique Saint-Denis est caractéristique à plus d'un titre, puisque c'est le gothique flamboyant, non le gothique rayonnant, pas flamboyant. Le gothique rayonnant, hein, du fait de ces magnifiques rosaces, le gothique rayonnant, c'est l'apogée de l'architecture collective, c'est-à-dire qu'une grande cathédrale avait pour cahier des charges de pouvoir réunir tous les habitants d'une ville. Hein, et donc, dans cette cathédrale, elle devait être édifiante, c'est-à-dire montrer la spiritualité, si tu veux. Hein, tu vois, donc, les gens rentrant dans... Même aujourd'hui, quand je rentre dans la cathédrale de Saint-Denis, j'ai de l'émotion. Je suis athée, mais j'ai de l'émotion. Donc les gens,
en rentrant dans ces... Tu vois, ils habitaient des Gourbis, puis ils rentrent là-dedans, c'est magnifique, hein, tu peux montrer la vue suivante. Voilà. Là, hein. La rosace d'un peu plus près. Voilà, ça c'est la rosace nord de la basilique. On a déjà parlé, si tu veux, de Saint-Denis et puis du mythe indo-européen, du Nord, etc. Bon, on va pas en reparler, mais si tu veux, une grande basilique, une grande cathédrale du XIIIe siècle évoque la religion catholique, mais pas seulement. Si tu veux, évoque tous les croyances passées, parce que les croyances se mettent les unes par-dessus les autres comme des tuiles. Il n'y a pas une croyance qui vient ex nihilo. Ouais. Les mythes ont une grande inertie, tu vois. Hein, donc ce fameux mythe du Nord, et le prêtre qui est face à l'Est au soleil levant, on sait que le soleil levant est un mythe indo-européen très, très prégnant, si tu veux, hein. Et on a fait une émission là-dessus sur la Christa et sur le Romain Salut, j'espère qu'il nous regarde. Non, hein. Et donc une grande cathédrale comme ça évoque tous les mythes importants de l'homme et donc lui rend une émotion, une grande, très très grande émotion. Mais moi, quand je vois une cathédrale comme ça, je me dis qui a été construite à l'époque, tout ce qu'on peut voir à l'intérieur, qu'on va assimiler à de l'art, que ce soit les statues, ça c'est de l'art, etc. C'est de l'art. Ah non, mais je dis pas l'inverse. Oui. Mais est-ce que cet art-là, il est pas finalement sous contrôle? Parce que quand on fait une cathédrale, il y a bien quelqu'un qui décide, on va dire moi je veux ça, je sais pas, alors me représenter ça, l'autre il va me dire ça non, c'est alors c'est sous contrôle et plus ou moins sous contrôle. C'est sûr que l'histoire de la cathédrale de Saint-Denis, c'est une commande de l'abbé Sugère, et effectivement les cathédrales sont sous le contrôle de l'Église, et l'Église veut évidemment évoquer la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu médiéval, c'est pas tout à fait le même qu'il y aura après, si tu veux. Et donc, Dieu et la religion suivent un peu la société, si tu veux. La société médiévale, qui est une société de collective, on va dire. Hein. Il y a pas d'art hédoniste. On verra que ça viendra plus tard. L'art est au vu et au su de tous. Il n'y a pas plus d'art pour les pauvres que pour les riches. Tu vois, hein, il y a encore un égalitarisme de la religion primitive, si tu veux, hein, tout le monde est égal devant Dieu. Hein, et donc, évidemment, l'art doit évoquer la spiritualité et Dieu, hein, c'est une commande de l'Église, mais ceux qui la fabriquent, et ils sont à peu près libres de la fabriquer comme ils veulent. Les constructeurs de cathédrales, et ils sont libres d'y coller tous les symboles qu'ils veulent. Parce que tu vas voir dans Saint-Denis, on l'a vu, tous les symboles qui imprègnent la cathédrale, des symboles indo-européens, tu vois des tricelles, tu vois d'alchimique, etc. Tu vois énormément de choses. C'est que tous les gens qui ont participé à ça, ils ont un peu amené leur pierre. Et tu vois par exemple dans le portail des petites sculptures, des choses comme ça, des choses marrantes, un type en train de chier, hein, tu vois des trucs bizarres, de la vie commune, parce que le type qui sculptait, hein, il sculptait la vie. Donc quand tu vas dans une cathédrale, il y a même des sculptures qui sont invisibles, très édifiantes, mais complètement invisibles parce qu'elles sont très hautes, etc. quoi, si tu veux. Hein, voilà. Et donc on a la cathédrale du XIIIe siècle, c'est vraiment l'art populaire dans toute sa splendeur. L'art populaire et la religion populaire, et pas seulement le christianisme. À ce moment-là, dans ce Moyen-Âge-là, quelle fonction on peut attribuer à l'art? C'est-à-dire, il est là pour servir la propagande de l'Église, ou il est là... Il est là pour édifier. La propagande, tu peux appeler ça la propagande, mais c'est pour édifier. Oui, c'est pour édifier. Pour édifier l'idéologie, quoi. Donc. Pour édifier les gens, pour leur induire une émotion qui les ramène à Dieu. Mais tout le monde croit en Dieu, de toute façon. Mais on est encore aussi dans une époque où l'artiste
Il n'y en a pas Il d'artistes. n'y a pas d'artistes, ça veut rien dire. En fait, là, il n'y a que des artisans. Il y a que des artisans. Il y a que des artisans. On verra que l'artiste viendra par la suite. D'accord. Donc là, il n'y a que des artisans, en fait. Que des artisans. Et par exemple, un sculpteur de pierre, il est inscrit au registre du métier, le sculpteur, que le tailleur de pierre. D'accord. C'est le même registre de métier. C'est le même registre, il taille et l'autre il sculpte. Et voilà, un type qui fait des peintures, par exemple des portraits, il est au même registre de métier que le peintre en bâtiment. D'accord, on ne fait pas la distinction. Non, on ne fait pas de distinction. Et donc l'art est bien encadré, si tu veux, par les métiers, dans les registres du métier. On ne fait pas n'importe quoi, si tu veux. Le métier, il conduit l'artisan à faire telle ou telle chose. D'accord. Tu vois, hein? Surtout que c'est très les corporations, etc. Tout est très encadré. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est la qualité est bien encadrée. Il y a des vérifications. Il y a des gens qui voient, bah tiens, qu'est-ce que tu fais? Ah bah non, voilà, ça va dans le cadre du métier. Tu apportes quelque chose au métier. Voilà. Hein? Donc l'artisan ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et on verra que quand il passera artiste, il gagnera à la fois de la liberté, mais il sera obligé d'être le laudateur du mec qui le paye. Donc c'est une liberté sous condition, tu vois. Hein? Et donc on est là, je ne sais pas si on a encore une sur le moyen. Oui, alors si tu veux, la cathédrale qui est emblématique de cette période. Hein. Tout le monde peut voir ces grandes cathédrales ici et des églises. Saint-Étienne de Bourges. Oui, parce que Saint-Étienne de Bourges est très technique. En fait, là, on voit que l'architecture, à cette époque, qui est art, tel qu'on peut le voir aujourd'hui, mais c'est aussi de la technologie. Hein? Donc on voit ici, si tu veux, toutes les forces qui font que tout ça, ça tient. Hein, et c'est très très sophistiqué. Si tu veux, il y a les arcs-boutants qui sont à un certain degré, qui ramènent les forces latérales en force verticale. Et tout ça, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Hein, c'est extrêmement étudié et qui fait que ça tient encore. Tu as tous les exemples, que ça soit la cathédrale de Rouen qui a été bombardée, tout est détruit autour sauf la cathédrale, et puis tu as celle de Cologne, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Tout est Toute rasé, la ville a été rasée. Il ne reste que la cathédrale. Il ne reste que la cathédrale, ouais. Donc tu vois un peu le savoir-faire de ces gens-là, extraordinaire. Extraordinaire. Et que là, c'est de l'art total dans le sens où c'est édifiant, quoi. Tu vois, encore une fois, quand tu rentres, tu vois, t'es stupéfait, au sens propre du terme. Et que il n'y a pas d'art hédoniste, ce qui va venir plus tard avec le capitalisme. Alors, ce fameux XIIIe siècle qui a permis d'enrichir beaucoup de gens. Oui. Oui, la transition donc de la fin de ce monde médiéval vers le monde capitalisto-financier, on va dire l'ère de la finance. Ouais. Je voudrais, à ce trip, parler du film d'Hubert Viel. J'ai été invité justement par Hubert Viel, qui est un de nos amis Facebook et qui est aussi un spectateur c'est un méta-note apparemment. De Méta TV et de nos émissions sur le Moyen-Âge. Donc il m'a gentiment invité à la première de son film, qui était organisée par le magazine Histoire. Et donc il termine son exposé. On dirait complètement qu'il nous suit, parce qu'il termine son exposé sur le Moyen-Âge, c'est les filles au Moyen-Âge, le rôle des femmes. On a fait une émission ici sur le rôle des femmes au Moyen-Âge, ça s'appelle Les filles au Moyen-Âge, c'est joué par des enfants, et qui parlent comme des enfants, et qui exposent comment les gens vivaient au Moyen-Âge. C'est Michel Londal qui fait le compteur autour de ça, et c'est très très bien fait. Et il termine son exposé. Donc tu as des gens au Moyen-Âge, puis tout d'un coup tu as un type qui arrive en complet veston avec un attaché-caisse. Tu vois, c'est le capitalisme qui débarque, quoi, tu vois. On voit que la fin du Moyen-Âge, ça se termine avec le capitalisme.
Puis après, tu vois ce que le capitalisme a donné, c'est-à-dire une horreur, t'as un carrefour, une zone, si tu veux, avec des panneaux, enfin toute l'horreur habituelle que peut donner la civilisation actuelle, si on compare à la beauté de ce que pouvait être ta carrefour à la place de la cathédrale. De la cathédrale de Bourges. Donc c'était bien vu. Et donc on voit que y a des gens qui s'enrichissent. Donc là, on est au début du capitalisme, c'est le début de la Renaissance. On est à la fin du XIIIe siècle. Fin du XIIIe siècle, on rentre vers la Renaissance. Du XIVe siècle, même du Quadracento. Et donc, finalement, tout le monde, on ne sait pas, parce que quand tu regardes, par exemple, des peintres qui sont estampillés Renaissance, comme Giotto, on peut montrer. Giotto. Giotto est estampillé Renaissance. Ah, c'est très joli. Hein? Non, ça c'est pour montrer l'art hédoniste, si tu veux. Ça, c'est Botticelli. Botticelli, si tu veux, c'est le tableau. Si tu veux, il est à mettre en contradiction avec la cathédrale. D'accord. Botticelli, c'est un tableau terminé, si tu veux, qui est possédé par un riche. Hein, voilà. Donc ça, c'est la forme emblématique de l'art hédoniste. D'accord. C'est marrant avec la coquille Saint-Jacques pour les. Hein, ça c'est la naissance. Féru d'alchimie. Tout ça c'est hyper connu. La naissance de Vénus de Botticelli, c'est un des tableaux. D'ailleurs, il est reproduit sur les pièces de monnaie italiennes. Hein, la naissance de Vénus, de Botticelli, c'est le passage de l'art spirituel à l'art hédoniste du capitaliste chez lui. Qui dit, vous voyez, moi j'ai payé des artistes, ça vaut tant, je le paye tant. Donc il montre qu'il a du pognon, quoi. D'accord. Voilà. Alors là, tu voulais qu'on mette. Donc voilà. Donc ici, tu as une Vierge à l'enfant de Giotto. Et de Giotto, quand tu vas regarder, tu sur Wikipédia, partout, si tu veux, Giotto, ils te disent que sont les prémices de la Renaissance. Hein? Alors, Giotto, Botticelli, si tu veux, Giotto, c'est la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, quoi. Oui, d'accord. Hein, voilà. Donc, si on veut avoir quelques noms, oui, c'est la fin du XIIIe et début du XIVe. Début du XIVe siècle. C'est là où tout se passe, c'est-à-dire c'est vraiment l'émergence du capitalisme. Hein. À Florence, on sait que le capitalisme est venu de la Toscane. Ouais. On en a parlé la dernière fois. On a expliqué la dernière fois. Le nord de il est venu avec le prêt à intérêt. Hein, et donc, il a permis à l'enrichissement d'un certain nombre de capitalistes, de spéculateurs. Hein, et donc là, en fait, ce passage-là, c'est là où l'art donc bascule donc du collectif vers quelque chose de... Il y a un ouvrage extrêmement intéressant de Martin Warnke, un auteur allemand qui s'appelle L'art et la cour. Donc ceux qui veulent en savoir plus peuvent se procurer ce livre. Et dans L'art et la cour, il explique par le menu ce passage de l'artisan à l'artiste. Hein, durant cette période. Et il faut dire que dans l'art des cathédrales, on ne connaissait pas les les artistes. Ils étaient inconnus. Oui, parce qu'ils signaient pas. Dans l'art hédoniste, ils signaient pas, c'est ça. Hein. Ils signaient pas. On connaissait l'architecte. Voilà. Celui qui commandait, par exemple, on sait que la basilique, c'est Pierre de Montreuil, mais c'est tout. Hein. Celui qui a fait la magnifique rosace violet-bleu, là, c'est pas qui c'est qui l'a fait. Bon, c'est une œuvre collective. Mais là, l'art va devenir individuel et l'artisan, il ne signait pas non plus.
Hein, un des premiers portraits, celui de Jean Lebon, par exemple, qui est très bien fait, on ne sait pas qui c'est qui l'a peint. Voilà. Mais donc maintenant, l'art va être nominatif. Donc on sait Giotto. Hein, Giotto, voilà, il a fait cette peinture qui est emblématique de son temps. D'ailleurs, tu peux montrer la deuxième. L'autre d'après, on va voir qu'elle est tout à fait similaire, hein, qui est une Vierge à l'enfant de Simone Martini. Ah, c'est pas le même. Hein? C'est pas le même auteur. Ah, non. J'en ai plein. J'ai toute une collection sur mon blog qui sont presque toutes pareilles, si tu veux. Donc, ce qui montrait que les gens ils peignaient toujours de la même façon. Ils peignaient la même chose aussi. Mais ce qui est intéressant, super créatif, les ce qui est intéressant, c'est que Giotto, il est marqué comme peintre précurseur de la Renaissance, mais que Simone Martini, il est montré comme peintre médiéval. C'est marrant. Ouais. Ça se ressemble beaucoup. Bah oui, mais bon, ici, tout le monde va te parler de Giotto. Giotto va t'en faire des montagnes. Tu vas demander à un professeur, demande à un professeur qui raconte des conneries. Il va te faire doctement. Ah oui, mais Giotto, machin. Tu regardes, j'ai tout regardé de Giotto, et il est estampillé. Précurseur Renaissance, alors que Simone Martini, il est médiéval. D'accord. Tu vois? Bon, pourquoi? On n'en sait rien, mais si, on le sait pourquoi, j'ai expliqué. Pourquoi? Montre-moi la suite, par exemple, le Simone Martini, hein, magnifique. Ouais. Hein, tu vois? Ça, c'est Simone Martini, soi-disant peintre médiéval. D'accord. Hein, estampillé, officiellement, on va dire officiellement. Ouais. Et finalement, quel est le complot? Parce que, hein, puisqu'on est complotiste, on va parler de complot. Donc, il y a eu un complot à la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, qui a été organisé par Pétrarque. Hein, Pétrarque, c'est un écrivain, soi-disant humaniste, qui a écrit le fameux Pétrarque. Voilà, qui est un écrivain, qui a fait ses études en France, et Pétrarque a fait la promotion de l'art italien et des valeurs antiques. Parce que à cette époque-là, si tu veux, c'était à peu près l'époque des rois maudits, si tu veux, le pape, il était en Avignon. Oui. Et la France, c'est la France qui rayonnait artistiquement et intellectuellement. Il y avait l'université de Paris, qui était la première université du monde occidental. Et l'art parisien, qui a la basilique, c'est la première construction qu'on appelait gothique. Oui, oui. Et d'ailleurs, ce terme de gothique, c'est une invention italienne qui est appelée gotico. Gotico, pour eux, c'est péjoratif. Ce qui est gotico ou tedesco. Ils disaient tedesco, gotico, ça veut dire c'est allemand, c'est Bosch. Hein, donc, tout ce qui vient d'au-delà des Alpes, c'est allemand. Ça, on ne veut pas le savoir, c'est dégueulasse. Hein, c'est pas nous. Nous, on avait l'Empire romain, on avait des belles statues. Puis à ce moment-là, quand ces gens deviennent riches, ils se bâtissent des palais, ils deviennent riches grâce à l'usure. Hein. Ouais. Ils vendent rien, ils achètent rien. Il faut bien voir que Côme de Médicis n'a quasiment jamais rien vendu, rien acheté dans sa vie. Il faisait que du trafic on a parlé. Oui, bien sûr. Oui. Hein, du trafic de lettres de change. Et il prêtait de l'argent. Voilà. En fait, c'était un banquier. Donc, ces gens-là sont devenus immensément riches, et donc, ils ont commencé à se construire des palais, des beaux palais à Florence, hein, et puis, en construisant des palais, ils creusent, et puis ils découvrent des statues antiques. Et là, il y a un peu un choc à ce moment-là. Ah, ces belles statues, tous les gens riches mettent des statues antiques chez eux, et donc, une découverte de ces Italiens comme Pétrarque. Ah oui, mais nous, on n'est pas comme ces gothicos, t'as vu on fait des belles statues classiques, antiques. D'accord, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a
un renouveau du nationalisme italien, et ce nationalisme italien va à l'encontre, si tu veux, de la France, hein, puisque c'est la France qui est le phare. Le phare artistique et civilisationnel au travers de ses universités, au travers de la scolastique qui est enseignée à Paris. Et donc, Pétrarque, il organise, comme mon ami Marc Bourreau d'Argonne appelait, un comité d'adoration mutuelle. C'est quoi un comité d'adoration? Tu vas demander aux socialistes à faire. Tu vois, Caroline Fourest aime, je sais pas qui, BHL. Ah oui, on parle tout le temps. BHL aime, je sais pas, un autre. Philippe Val. Ouais, voilà, Philippe Val. Philippe Val aime Caroline Fourest. Donc, on voit que dans leur système propagandiste, hein, ils se citent. Tu vois? Oui, d'accord. Ils se citent toujours, tu vois, hein, c'est ce qu'on appelle ce comité d'adoration mutuelle, ICEM, et donc là, il y avait un comité organisé par Pétrarque, comité d'adoration mutuelle, donc il y avait Giotto. Alors Giotto, autour dans ce comité, c'est tous des gens qui viennent de Florence, hein. Voilà, hein, t'as Giotto, Boccaccio, Dante qui a donné la langue italienne à l'Italie. Hein. Faut voir que l'italien moderne, c'est la langue de Dante. C'est la langue de Florence, l'italien moderne. Et donc, tous ces gens-là sont admiratifs les uns des autres, parlent des uns des autres. Et donc, ce pauvre Simone Martini, qui pourtant, il est aussi talentueux que les autres, mais lui, manque de peau, il est de Sienne. Il n'a pas de bol. Il n'est pas de Florence. Non, non, Simone Martini, non. Pour lui, il est de Sienne. Donc toute cette histoire-là a été composée par un type qui a composé, si tu veux, l'histoire de l'art. J'ai oublié le nom. Il faut que je retrouve. Donc je l'avais. Un homme du XVIe siècle qui a Vasari au XVIe siècle, il écrit une histoire de l'art. Et lui, c'est un homme des Médicis, c'est un Florentin, tu vois. Et donc, il fait une description de l'art de la Renaissance. Hein, donc c'est bien. Et son livre a été retrouvé au XIXe siècle. Donc, à partir du XIXe siècle, si tu veux, l'histoire de l'art vient de Vasari. Vasari a fait l'histoire de l'art. Sauf que Vasari, c'est un Florentin nationaliste, il a parlé que de Florence. Et donc, il a dénigré l'art français, le gothico-tedesco, et il ne parle que de cette période-là, si tu veux, Vasari. Mais personne, si tu veux, la France n'a pas de Vasari. Hein, l'art français n'a pas de Vasari qui a glorifié cette période. L'art français. Oui. Alors, on va voir tout ça parce que tout ça, ça a une connotation politique. Pétrarque, lui, il a vraiment une idée derrière la tête. Lui, c'est qu'il veut revenir au pouvoir romain. Hein, il dit, voilà, nous, on a été les meilleurs, on a dominé l'Europe, et ces cochons gaulois, hein, voilà. Et donc, il n'y a aucune raison, maintenant on est riche. Il faut dire que 14e siècle, 15e siècle, l'Italie, Florence, a plus de nous, on est dans la guerre de 100 ans, et eux, ils font du fric. Hein, ils prêtent de l'argent à la France et à l'Angleterre, ils font beaucoup de pognon, ils n'en ont rien à foutre de l'interdit du prêt à intérêt, puisque ce seront les fameux, les Lombards. Hein. Donc ils font du fric, et donc ils valorisent l'italien. D'ailleurs, pendant tout le XVIe siècle, l'Italie, les Médicis donnant 2 reines de France, hein. Donc il y a beaucoup dans la suite des reines de France, beaucoup d'Italiens. Et donc à la fin du XVe siècle, c'est l'Italie qui est le phare culturel de l'Europe. Hein.
C'est le phare culturel. Donc ils arrivent à leur fin, mais comme ils valorisent Rome, la Rome antique, hein, et la Rome qui est un marqueur de despotisme, en fait, hein, il n'y a pas plus despotique que ne l'était Rome par rapport à tous ces peuplades chevelus du nord de l'Europe. Et donc, finalement, l'art antique devient le marqueur du despotisme. Hein, devient le marqueur du despotisme à tel point que le Moyen-Âge, c'est aussi la fin du système féodal, du partage des pouvoirs, de la dispersion des pouvoirs. Les souverains reprennent de plus en plus de pouvoir partout. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Donc, c'est aussi l'histoire de Florence, si tu veux. Florence, les Médicis, si tu veux, Florence, c'est une république, hein, où il y a des gonfaloniers qui se réunissent, qui sont issus de la bourgeoisie, mais qui représentent un peu le peuple, si tu veux. Hein. Donc, c'est une république un peu parlementaire. Et finalement, à Florence, Médicis finit par prendre le pouvoir. Et les Médicis vont devenir les despotes de Florence. Au XVIe siècle, c'est plus que... Ils s'intitulent duc, hein, duc, et puis ils deviennent de véritables despotes, en même temps qu'en Europe, les pouvoirs centraux et royaux s'affirment. Hein, et que le système féodal s'amenuise. Donc, tous ces despotes vont s'appeler Renaissance, mais d'ailleurs au début du temps de Pétrarque, l'idée c'était un peu le contraire, c'était le retour à l'antique. Le moderne, c'était le médiéval, c'était le gothico. Hein, eux, ce qu'ils voulaient, c'est revenir à l'antique, ces gens-là. Bon, donc ça, c'est pour l'aspect politique de la chose. Et puis l'artiste. Finalement, on a maintenant des capitalistes. On n'a plus des seigneurs, hein, qui dispendiaient, qui filaient leur pognon un peu partout, qui se montraient, etc. Si tu veux, tu vois. On a des capitalistes qui sont dans des palais, qui sont enfermés dans des palais, tu vois, qui font du pognon et qui se font faire des œuvres d'art pour eux, mais pas seulement pour eux. C'est pour montrer qu'eux, ils ont de l'argent, tu vois. Et donc, Côme de Médicis, qui est l'un des précurseurs de ce système, donc il met à son service des artistes qui prêtent aussi, hein, tu vois. Et lui, il montre au monde ses capacités avec ses artistes. Et il faut voir, bon, tous ces tableaux, comme tu as vu, comme Botticelli, ça frappe, les gens, et donc finalement il fait du business avec l'art. Ben, c'est-à-dire il fait du business, puisque en vérité là j'ai l'impression que ce que tu me dis c'est quoi, c'est des mécènes un peu, c'est-à-dire il payait les artistes. Voilà. Une fois que j'ai payé mon tableau, je le mets dans mon salon et puis ça s'arrête là, c'est quoi, c'est pour non, alors là au départ, si tu veux, l'artiste il passe de l'atelier de la ville à la demeure du capitaliste, tu vois. Donc il rentre à son service un peu comme homme de maison. Il a un statut d'homme de maison. Mais il est payé, il est salarié. Voilà ce que j'allais dire, il est salarié. Oui, il est salarié. C'est comme ça qu'il touche son revenu, il est salarié. Il est salarié comme homme de maison. Donc après, c'est quoi? On lui fait des commandes, c'est-à-dire, je sais pas, je suis voilà, comme alors il fait, tu vas faire mon portrait là, allongé sur le canapé. Oui, il est un peu le laudateur de son bienfaiteur. Alors pour l'artiste, évidemment, c'est intéressant parce qu'il vit mieux. Il n'a plus de problème de pognon. Ah oui, pour le coup. Et on lui passe des commandes. Tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. Tiens, tu vas repeindre la chapelle Sixtine. Voilà, un certain Michel-Ange, par exemple, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est au service des Médicis. Il est au service des Médicis et du pape et tout ça. Et voilà, il est payé donc comme un salarié. Il est payé comme un salarié.
Et il vit bien. Il vit bien, ouais. Oui, il vit bien. Il vit bien, il est bien payé en fait. Il est bien pour l'époque, payé. il n'est pas payé, on va dire, comme un... Mais on ne paye pas son œuvre. Hein. L'œuvre n'a pas encore de valeur marchande. Ça deviendra beaucoup plus tard. D'accord. Mais il est payé comme salarié et il n'est plus au registre des métiers. Il a quitté le registre des métiers. Il a quitté la corporation. Il n'y a pas une corporation des artistes qui se crée? Non, il y est plus. Il est hors corporation. Il est hors corporation. Il est homme de maison. Homme de maison. Il est plus artisan, il est homme de maison. D'accord. Voilà. Et il doit être le laudateur de son bienfaiteur. Hein. Donc il est passé du statut d'artisan à artiste en rentrant à la cour, et en même temps l'art devient hédoniste. Tu vois, il change. Hein, il n'est plus dans les églises. Il est dans les salons des capitalistes, et en même temps, cet art dit de Renaissance qui, au départ, essaye de singer l'art antique, comme le fameux David de Michel-Ange. Hein. C'est David, c'est un sujet antique. Hein. Eh bien, cet art prend sa source dans l'art antique, et donc reprend la symbolique de l'antique et du despotisme, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Louis XIV, qui s'appelle le roi Soleil, ne fera référence toujours qu'à l'antique. Donc l'antique revient partout, hein, on parle des dieux, etc. Tu vois, hein, l'antique revient très fort au XVIe siècle. Et on va commencer à dénigrer le gothico. Le gothico qui est vraiment quelque chose de dégueulasse. Quoi. Et là, donc, c'est l'époque qu'on appellera la Renaissance. Quoi. Donc, l'époque qu'on appellera plus tard la Renaissance, je ne sais pas qui est l'abruti qui a après appelé ça, comme ça, mais c'est que si tu interroges un professeur du Collège de France, ouais, c'est ce qu'il va te raconter. D'accord. Bah, on risque d'en avoir un bientôt. Hein, sauf Jacques Herz, qui était professeur qui avait la chaire d'histoire médiévale à la Sorbonne, ouais, mais Jacques Herz, lui, il avait une taille, il était d'extrême droite. Donc, il dit, voilà, t'aimes le Moyen-Âge, c'est d'extrême droite. Tu vois, on reste dans cette connotation-là. Eh bien, ça va être difficile. Bah écoute, on va faire la petite pause, parce que c'est l'heure, et puis on va revenir après. Il faudra qu'on termine en fait. Oui, on va terminer avec ce qui reste à voir sur les vues, et pour qu'on puisse répondre aux questions, parce qu'il y a pas mal de questions, et c'est la tradition, on est où là? On arrive à TV, ça va vite. Hein. Ah putain, je parle de trop. Ouais. Il faut m'arrêter. Oui, c'est ça le problème. Non, mais bon, on va. Bon, ça va être. Non, si tu veux, ce point, il était important, c'est pour montrer vraiment la connotation civilisationnelle de l'art, si tu veux, hein, et que tout le monde connaît l'histoire de l'art, de la Renaissance. Oui, qu'on peut donc, voilà, on va dire identifier à l'art, à une époque, à une civilisation, que ça inspire beaucoup. Et à une politique. Et à une politique. Voilà. Donc, on va faire la pause. Steph, il est prêt à la régie. Et puis, on revient juste après. Oui, on parlera de Picasso. Tout de suite.